Actuellement, en plein confinement, on a ce après quoi on court si souvent, du temps. Du temps à revendre. Et ce temps, chacun l'utilise à sa façon. Pour certains, ce sera du temps pour lire des actualités déprimantes, des chiffres anxiogènes entre deux achats de PQ, et pour d'autres, ça sera du temps pour lire, écrire, rattraper une liste de films interminable, créer, bref, rentabiliser ce temps à bon escient. Et dans un tel contexte, avec l'envie de partager des films avec vous, je vous ai demandé sur Twitter si vous préfériez que je vous présente un film de contagion ou épidémie absolument génial et totalement méconnu, ou si on partait sur un sujet un peu plus feel good. Et il faut croire que vous en avez marre d'entendre parler d'épidémie toutes les 3 minutes, puisque c'est le thème feel good qui a gagné. Alors on va pas exactement parler du feel good movie, mais plutôt de films de voyage en général. Et ça tombe bien parce que le thème reste d'actualité. En effet, quoi de mieux quand on ne peut pas bouger de chez soi que de s'évader par le 7e art. Alors suivez-moi, on va parcourir le monde, survoler les continents et voir comment les cinéastes s'expriment à travers le concept du voyage. Je m'appelle Clem, bienvenue dans Cinescope. Alors déjà, un film de voyage, qu'est-ce que c'est ? Si on prend la définition du road movie, selon Larousse, c'est un genre cinématographique qui dépeint l'errance, parfois baigné de violence, de personnages qui, en rupture avec leur environnement, traversent une région, un pays, voire des continents. Ouais, on va pas se mentir, c'est un petit peu vague. Et au final, ça tombe bien, parce que cette liberté, ce côté vague du genre, traduit une définition totalement différente que chacun peut se faire du voyage et de l'aventure. Puis on va pas se limiter au road movie aujourd'hui, on va parler du voyage en général. Mais si je vous demande là comme ça un exemple de film de voyage où un personnage étant en rupture avec l'environnement, il y a de fortes chances pour qu'une des réponses les plus communes soit Into the Wild. En effet, le film de Sean Penn sorti en 2007 incarne pour beaucoup, dans l'imaginaire collectif, le film d'émancipation par excellence. Un récit de rejet de la société qui passe par le voyage, radical, coupé de tout. Bien évidemment, les nombreuses qualités du film justifient cette popularité, de la performance d'Emile Hirsch en passant par la bande originale sublime signée Eddie Vedder. Mais que nous dit Into the Wild sur le voyage et le rapport de l'homme face à la nature ? Le voyage est traité de façon mystique, comme une sorte de quête spirituelle. Il s'agit pour le personnage principal de se découvrir, de se retrouver, sans être distrait par une société environnante. Le paradoxe du film sera d'idéaliser la nature, la fantasmer, en incarnant un temps le rêve de voyage parfait pour vlogueurs, avant de rappeler que l'on ne peut jamais totalement connaître ni comprendre la nature, jamais la dompter. Le film confronte en quelque sorte la naïveté, notre envie d'émancipation par le voyage, à une réalité plus tragique, en tout cas plus mesurée. Dans une idée assez similaire, Wild, de Jean-Marc Vallée, pousse la quête de soi un peu plus loin. Ici, le voyage coupé de tout prend des airs d'exorcisme. Il s'agit pour Cheryl Strayed de trouver la paix, de se reconstruire, et cela se traduit par une souffrance se voulant expiatoire. Cependant, le voyage pour fuir une certaine réalité n'est pas toujours synonyme de retour à la nature. Dans le fabuleux et décadent Las Vegas Parano de Terry Gilliam, le voyage n'est pas seulement une fuite en avant, c'est un processus de survie étrangement autodestructeur, un voyage halluciné et psychédélique n'ayant pour seul et unique but que l'oubli. Il ne s'agit pas ici de se retrouver, d'en revenir grandi, en paix avec soi, non, il s'agit de s'oublier par tous les moyens possibles. Au-delà de l'utilisation abusive de drogues en tout genre, nos deux héros sont en perpétuel mouvement. Même lorsqu'ils restent plus d'une nuit dans la même chambre, ils trouvent moyen de la défigurer à tel point qu'ils simulent le changement. Ils fuient pour ne pas se sentir chez eux, pour ne pas accepter un regard lucide sur leur défaite, la perte de sens, d'idéaux, de raison de vivre. Aucune surprise dans un tel contexte qu'une des seules séquences fixes où le personnage de Johnny Depp est immobile est aussi la seule ouvertement tragique. Après un récit entier de folie démesurée, c'est cet instant de sincérité qui ne peut qu'ébranler le spectateur. Certains cinéastes traduisent à merveille l'ampleur des émotions que l'on peut ressentir par le road movie. C'est le cas notamment de David Lynch, qui a tiré de cette thématique 2 films en apparence totalement opposés. D'un côté, Sailor et Lula, qui décrit une fuite, une romance aussi agressive que passionnée, et qui détruit tout sur son passage. Le rythme de vie et le mouvement constant des personnages illustrent alors leur philosophie de vie, l'intensité de leurs sentiments et leur manque de repères. Instable, à la limite de l'hystérie, c'est un récit qui ne trouve pas le moindre apaisement par le voyage. Un peu comme Las Vegas Parano, il faudra s'arrêter, se stabiliser pour se retrouver sincèrement. À l'extrême opposé, une histoire vraie offre une vision plus contemplative, philosophique du voyage. Un vieil homme fait le tour de l'Amérique sur sa tondeuse pour aller se réconcilier avec son frère.
Véritable ovni dans la carrière du cinéaste, de par un univers esthétique plus classique entre parenthèses, sobre, une histoire vraie cherche avant tout à s'émerveiller de la magie du quotidien, des situations aussi improbables que touchantes que va rencontrer notre vieil homme. En avançant dans le récit, aussi lentement que le personnage principal sur sa tondeuse, on accorde plus d'attention à chaque détail, à la recherche d'une péripétie, à ce sens du voyage. Pas besoin pour Lynch de sublimer des paysages exotiques, son voyage cherche avant tout à nous faire redécouvrir notre quotidien avec un œil différent, paradoxalement plus posé. Dans la liste des cinéastes ayant consacré une bonne partie de leur filmographie au voyage, l'Indien Imtiaz Ali figure certainement en tête de liste. Derrière une esthétique qui peut faire croire à du Bollywood traditionnel tel qu'on peut l'entendre, de la romance, des couleurs, des chansons, Imtiaz Ali a toujours utilisé le genre comme une excuse pour nous parler de voyage et d'introspection. Il utilise à chaque étape de sa vie le voyage pour raconter quelque chose de différent. Dans Jab We Met, son deuxième long métrage, un de ses plus grands publics, on suit le voyage de deux personnages pour deux raisons différentes. L'un a tout raté de sa vie, a perdu goût à la vie, l'autre fugue pour aller retrouver son amant. Un duel de personnalités s'effectue et le voyage va redonner au premier le goût de vivre, de partir à l'aventure, mais aussi la force de perdre le contrôle sur sa vie bien rangée. Paradoxalement, l'issue première du voyage sera décevante pour Git, le personnage féminin, qui elle, sera abandonnée par son amant. La deuxième partie du récit aura pour enjeu d'inverser les rôles, Aditya tentant de rappeler à Git le plaisir de l'abandon, du renoncement et de l'insouciance. Le film tente ainsi de nous inciter au lâcher-prise sans nous bercer d'illusions. Bien sûr, la seconde partie, plus traditionnelle, doit répondre à un certain cahier de charge. Mais là où Ali s'exprime le mieux, c'est en nous assurant que le risque valait le coup, le voyage était justifié, et ce, qu'importe l'issue. Quelques années plus tard, le cinéaste prend un virage plus indépendant avec Rockstar. On y suit le quotidien de Jordan, un jeune musicien qui rêve d'être un grand nom de la scène rock. Naïf et innocent, Jordan se dit que toutes ses idoles avaient le cœur brisé lorsqu'ils ont composé leur plus grand chef-d'œuvre et se met en tête qu'il doit trouver une femme qui va le détruire. À partir d'un postulat assez décalé, le cinéaste dévoile toute la puissance de son cinéma. Le voyage démarre comme une quête naïve pour trouver l'inspiration et paradoxalement l'autodestruction, puis il se poursuit avec un Jordan réellement brisé, ne maîtrisant plus son esprit et sombrant dans une dépression sans fin. Il continue de prendre la route, de tournée en tournée, de pays en pays, comme pour fuir un confort, lui rappelant trop ce qu'il a perdu, ce qu'il avait à une époque où il ne l'estimait pas. Encore quelques années plus tard, Ali livre son film le plus radical et indépendant avec Highway. Une jeune femme de la haute société se fait kidnappée à quelques jours de son mariage et tombe amoureuse de son ravisseur. Plus qu'une analyse subtile du syndrome de Stockholm, Highway s'intéresse aux bienfaits des voyages inattendus, voire de ceux dont on ne voulait pas. Encore une fois, le lâcher-prise dont il faisait l'éloge dans Jab We Met a la part belle. Malgré le tragique de la situation, Vera se redécouvre loin de tout. Elle ne se serait jamais remise en question, n'aurait jamais affronté qui elle était sans en être forcée, poussée à bout. Highway, ce sera le choix de la fuite pour Vera et l'incapacité de s'imaginer retourner vers la bonne société qu'elle connaissait. Son éloge de la fuite se poursuivra avec Tamasha, un film qui détourne la comédie romantique de voyage en première partie pour verser dans l'analyse des pathologies psychologiques en seconde partie. Encore une fois, le génie d'Imtiaz Ali est éclatant et le cinéaste nous parle du voyage comme un moyen de fuir le carcan social, la normalisation de l'environnement, le poids et la pression de faire comme tout le monde, de se soumettre aux obligations. Le cinéaste y traduit le conflit entre l'artiste et le monde rationnel, entre le rêveur et le pragmatique. Il signe là sans doute une de ses œuvres majeures et vous pouvez la découvrir sur Netflix. Enfin, la thématique du voyage voit une forme de conclusion avec Jab We Met Sejal. Si le film a été énormément critiqué et apparaît comme ayant plus de défauts que les films précédents, j'avoue le trouver extrêmement intéressant à partir du moment où on le remet en perspective dans la filmographie du cinéaste. Son personnage principal est un guide touristique aigri en pleine crise existentielle. Il a choisi la fuite comme une solution, mais s'aperçoit qu'il n'est pas heureux, qu'il a simplement fait du voyage un travail comme les autres, qu'il s'est enfermé en pensant s'émanciper. Jab We Met Sejal apparaît paradoxalement comme plus pessimiste que les autres films du réalisateur. C'est comme s'il nous disait que si le voyage peut sauver un moment, le réel enjeu sera de savoir rentrer à la maison, de savoir affronter la vie quotidienne. Non pas renoncer à ses rêves, mais les remettre en perspective et admettre que leur ambition radicale avait peut-être du mauvais. Là encore, c'est sur Netflix, mais je vous conseille d'abord d'aller voir au moins Highway, Rockstar et Tamasha pour mieux le remettre en perspective. Autre cinéaste indienne à s'être intéressée au voyage, la brillante Zoya Akhtar l'a d'abord abordé de deux façons très différentes. Dans Zindagi Na Milegi Dobara, elle met en scène un groupe de 3 amis d'enfance qui font un voyage à travers l'Espagne avant que l'un d'eux ne se marie. Problème, ils se sont perdus avec le temps, 2 sont en conflit, le futur marié est malheureux en couple et l'un d'entre eux est venu essentiellement pour régler un problème familial dont il n'a parlé à personne. Leur voyage sera l'occasion de laisser sortir leur frustration, les non-dits, une sorte de cadre neutre qui leur permet de tout
remettre à zéro et d'arrêter d'utiliser le rythme effréné du quotidien comme une excuse pour se voiler la face. L'artiste du groupe utilisera également ce voyage comme un sommet d'inspiration et les séquences où il récite des poèmes sont absolument fabuleuses. Devenu film culte instantané à sa sortie en Inde, le film est disponible sur Netflix sous le titre On ne vit qu'une seule fois et franchement c'est très fortement recommandé. Zoya Akhtar reviendra au voyage avec Dil Dalaknedo, son film suivant, dans lequel elle suit la croisière d'une famille bourgeoise. Ici, il s'agira moins de retrouver l'inspiration, mais de se confronter, avec un humour caustique et assez corrosif, à l'hypocrisie de la bonne société. Venue d'une grande famille du cinéma et d'intellectuels, Zoya Akhtar semble passer au crible les faux-semblants, les mensonges derrière les beaux sourires de la hotte, mais aussi la misogynie déguisée derrière le politiquement correct, avec la différence dont les parents traitent leurs fils et leurs filles. S'il est artistiquement moins irréprochable que son film précédent, Dil Dalaknedo reste une excellente démonstration du talent de cette cinéaste et une façon assez jouissive de détourner avec humour noir l'imagerie idyllique de la croisière parfaite. Puis si vous n'êtes pas convaincu, sachez qu'un chien avec Amir Khan en doubleur est le narrateur du film. Voilà, si ça n'arrive pas à vous convaincre, je peux plus rien pour vous. L'humour et la famille en voyage, ce sont des ingrédients qui vont très bien ensemble, comme nous le rappelle Little Miss Sunshine. Certainement un des plus célèbres feel-good movies. Voyage pour lequel, comme l'écrivait la journaliste Guillemette Odissino, le réel voyage s'effectue à l'intérieur de l'habitacle du van, une sorte de thérapie de groupe ambulante. L'incompréhension familiale traitée avec un humour décalé, on la retrouve également chez le fantastique Wes Anderson dans son non moins fantastique Darjeeling Unlimited. Une famille décousue, des frères qui se retrouvent au cœur d'une folle aventure indienne, le tout sous fond de deep, de spiritualité, d'acceptation afin de mieux grandir. Rythmé par une sublime bande originale qui oscille entre les Stones, les musiques des films de Satyajit Ray ou encore Joe Dassin, un mélange qui fonctionne étrangement très bien. Nos frères font face au rire, à la nostalgie, à la séduction, mais aussi au deuil, afin de faire un deuil plus symbolique. Et sans doute la thématique n'avait jamais été présentée de façon si lumineuse, si bienveillante. Hymne au voyage dont on ne peut ressortir qu'avec le sourire. La séduction, on la trouve chez Alfonso Cuarón avec Y tu mamá también, dans lequel on suit un trio en route vers une plage qui n'existe pas, mais qui pourtant existe. Un voyage initiatique où les règles sont toutes brisées, entre excès, sensualité, sexualité et séparation. Un voyage qui symbolise un passage à l'âge adulte, passage qui se fait forcément par la transgression, la provocation, l'obscénité et le mensonge, mais aussi la déception, puis le déni. Au final, nos deux amis masculins préfèrent le déni, et plutôt que de sortir grandis de ce voyage, ils en sortiront normaux, plus sages, plus dans la norme. Leur soif de plonger dans la mer agitée de la liberté, là où ils n'avaient pas pied, les effraie à un tel point qu'ils préféreront revenir vers le petit bassin des gens normaux. Ces gens même qu'ils méprisaient, ce quotidien qu'ils fuyaient avec tant de hargne. Louisa, quant à elle, a cerné l'éphémère de ce quotidien des gens de bien et préfère la liberté, qu'importe le prix. Raison plus classique de voyager, dans le film malayalam Nilakasham Pachakadal Chuvanabhumi, la rupture, ou en tout cas l'amour contrarié. Et si la partie romantique offre une romance communautaire aux enjeux assez typiques, le voyage à travers l'Inde nous offre des paysages sublimes, mais aussi des confrontations à différentes réalités sociales, entre les plages idylliques de Goa et les villages sans eau courante. Un rêve qui reste lucide donc, et illustre à la perfection la diversité culturelle du sous-continent. Et au final, le road movie n'est pas forcé de s'ancrer dans notre réalité. Le post-apocalyptique peut transformer le voyage en réflexe de survie, de la quête incertaine de la route, où il faut toujours continuer à avancer, à une autre quête vers l'illusoire, pour Mad Max Fury Road, qui à proprement parler décrit avant tout un voyage sur la route de personnages en rupture avec leur environnement. Comme quoi, la définition de road movie est bien large et permet d'innombrables interprétations. Bien évidemment, on aurait pu citer des classiques du genre, des carnets de voyage à Easy Rider, mais aussi des récits de voyage moins connus, comme le Visceral American Honey, les plaines infinies des vallées de Sibérie, et j'en passe. Mais faisons halte ici. Je vous laisse des voyages plein d'esprit avec toutes ces suggestions et ces interprétations différentes. À vous de me dire en commentaire votre film de voyage préféré. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et liker la vidéo, mais aussi de la partager autour de vous. C'était Clem, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Cinéscope. Prenez soin de vous, des autres et restez chez vous.